Comment vas-tu, Émilie? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Écoute, à part ces petites problématiques techniques qui commencent à m'agacer, ça va. Alors, on dit qu'on nous voit, donc c'est moi qui te vois pas, mais les autres apparemment nous voient toutes les deux. Donc, c'est déjà là l'essentiel. Carrément. Voilà. Émilie, qui es-tu? Est-ce que tu veux bien te présenter? Carrément. Du coup, je suis Émilie Monté, neuropraticienne. J'accompagne les femmes à retrouver de la joie de vivre, redonner du sens à leur vie, sortir des situations merdiques qu'elles peuvent inconsciemment se créer parce que je suis spécialiste du langage inconscient et du détachement de traumatisme. Waouh, ça fait beaucoup tout ça. Voilà. Alors, moi, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Fatima Oumani. J'ai un projet d'accompagnement aux femmes à aller vers du mieux-être qui s'appelle Être pour devenir. J'ai décidé de faire des lives avec des femmes une fois par semaine sur des sujets et des thématiques différentes qui nous touchent et parfois dont on n'a pas conscience ou sur lesquels on s'est jamais arrêté. Alors avec Émilie, on s'est rencontrés l'année dernière lors d'un groupe d'auto-entrepreneurs à la Tanière. D'ailleurs, on fait un petit bisou à Alexandre s'il nous entend. Euh, sur l'entrepreneuriat et du coup, c'est là où j'ai découvert Émilie. Et j'avoue que si j'avais pas parlé avec elle, si je l'avais pas entendu parler de son projet d'accompagnement, de sa formation, etc., d'entendre parler des traumas comme ça, je sais pas si j'aurais eu la même réaction. Et pourquoi j'en suis arrivée à vouloir faire un live sur les traumas? En fait, je me dis toujours que les sujets, souvent, on s'y intéresse que lorsqu'on est touché. Mm. Et moi, il y a des années de ça, si on m'avait parlé de développement personnel, alors là, j'aurais bien rigolé parce que j'étais tellement les pieds sur terre, la tête dans le guidon, que tout ce qui était hors de mon champ de vision, je n'entendais pas, je ne voyais pas. Et avec Émilie, ce que j'ai aimé, c'est que c'est loin d'être perché en fait, puisque c'est scientifique, c'est voilà, elle a fait de la neuroscience. Du coup, c'est vraiment travailler sur soi en amenant voilà une méthode scientifique. Et les traumas, souvent, ils sont là, mais on n'en a pas conscience. Et quand c'est quand j'ai moi voulu changer de vie. Bon, en règle générale, on change de vie parce que souvent, il nous arrive quelque chose, hein. Moi, je suis passée par un burn-out et du coup, quand j'ai commencé à me poser la question de qui j'étais, de ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, j'ai compris qu'il y avait des choses qui bloquaient chez moi et que c'était pas de mon fait et qu'il fallait que je fasse appel à des gens. Et quand Émilie m'a présenté son accompagnement, j'ai tout de suite adhéré. Donc, est-ce qu'on passe par des petites questions ou est-ce que tu veux commencer par voir un petit peu par rapport à ce que j'ai dit, Émilie? Ou est-ce que... Ben déjà, par rapport à ce que tu as dit, j'avais très envie de rebondir effectivement sur le fait que tant qu'on n'est pas confronté à une situation qui fait déborder le vase, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, effectivement, bah, c'est compliqué de se dire que on est en train de cheminer avec des traumatismes au quotidien, sans même s'en rendre compte, parce que pense souvent qu'un traumatisme, ça va être un choc, ça va être un événement particulier ou alors c'est passé, c'était il y a des années, je suis passée à autre chose, j'ai pardonné. Il y a plein de petites phrases comme ça au quotidien qui fait que on évolue tous les jours sans même se rendre compte qu'on a tous et toutes des traumatismes. Donc j'avais juste envie de d'appuyer sur le fait qu'un traumatisme, c'est quoi? C'est des informations que l'on a vécues dans le passé ou anticipées dans le futur et qui nous suscitent ici et maintenant des émotions et des comportements négatifs qui sont désagréables. C'est ça un traumatisme, c'est pas forcément quelque chose de très c'est pas un viol, c'est pas une agression, c'est pas ça peut être un viol, ça peut être une agression, mais ça peut être aussi un sentiment de manque d'amour, ça peut être le fait de se sentir isolé, ça peut être le fait de se sentir incompris pendant des années, ça peut être le fait de se faire rabaisser au quotidien. Voilà, c'est tout ça un traumatisme. Et dis-moi, alors, est-ce que le trauma peut être lié à ce qu'on porte dans notre lignée, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut porter de nos ancêtres? Exactement, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel en fait. Et effectivement, il y a des études qui ont été menées maintenant et qui montrent bien que notre transgénérationnel, nos parents, nos arrière-grands-parents et même quand on remonte encore plus loin, impactent en fait notre façon d'être, de faire, de voir le monde et du coup nos traumatismes. Et même au-delà de ça, en fait, Jung il parlait très bien de l'inconscient collectif. Donc finalement, tout le monde
toute la société et tout l'inconscient collectif transgénérationnel nous impacte. Donc un trauma, il y a vraiment des multiniveaux. C'est ce qui est fascinant d'ailleurs, mais c'est aussi ce qui fait que effectivement on en a tous des traumas. On en a tous. Et du coup, est-ce que, par exemple, quand tu sens qu'une situation est complexe, que tu n'arrives pas à avancer, que il y a des choses, moi j'ai senti à une certaine période qu'il y avait des choses qui ne m'appartenaient pas. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on peut parler de trauma ou ma question c'est blocage est égal trauma automatiquement ou pas? Alors, à mon sens, effectivement, blocage est égal traumatisme. Les traumas, ça va être surtout du coup toutes les réminiscences que ce traumatisme va impacter. Après, il y a différentes intensités, différents niveaux de traumatisme. Il y en a des simples, il y en a des complexes, il y en a des profonds, il y en a des très violents, il y en a des plus doux, mais effectivement, c'est un traumatisme. D'accord. Euh, Là, pour quelqu'un qui sait pas du tout, c'est vrai que est-ce que tu peux le banaliser au maximum, le trauma? Bon, tu vois, quand on parle de trauma, l'image tout de suite, c'est traumatisme crânien, c'est accident, j'ai été traumatisé, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que tu peux l'amener d'une différente manière, que les gens comprennent bien de quoi on parle, ou alors en tout cas que ça titille chez eux quelque chose si toutefois ils sont concernés. Mais comme tu as dit tout à l'heure, Carrément, il y a quelque chose que... je te gifte, tu as dit que tout le monde était concerné, mais on va dire qu'il y a des plus gros dossiers que d'autres. On va dire ça comme ça. Bon, alors déjà, je pense que je vais passer sur le fait qu'effectivement, il y a des traumas événementiels intenses, hein, comme j'en ai parlé, les agressions, etc. On a tous conscience que ça, c'est un traumatisme. Ouais. Donc, je vais plutôt aller sur l'autre partie traumatique, là où on a un peu moins conscience. Depuis toute petite, maman, elle a tendance à négliger mes émotions. Quand je vais parler, quand je vais dire que je ne vais pas bien, que j'ai mal, que je suis triste, soit elle ne va pas m'écouter, soit elle va m'écouter à moitié, soit quand elle va m'écouter et me renvoyer quelque chose, c'est pour me dire qu'il y a pire ailleurs, que de pas m'en faire, d'arrêter de penser comme ça, et finalement de minimiser ce que je ressens. Donc en fait, ça, c'est un traumatisme qui est répété dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on va invalider des émotions et le cerveau, il va se dire, à chaque fois que je vais exprimer une émotion, à chaque fois que je vais exprimer un mal-être, bah, derrière, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de rassurance, je n'ai pas de lien social. Et le lien social, c'est essentiel pour l'être humain, c'est un besoin primaire pour pouvoir vivre. Donc le cerveau va l'enregistrer en tant que traumatisme et il va construire autour de ça toute une architecture qui va mettre en place des protections. Je vais arrêter de parler de mes émotions. Je vais me surprotéger en disant qu'il y a toujours pire ailleurs. Je vais hyper rationaliser en trouvant toujours de la rationalité, des excuses, du confort dans ce que je ressens. Et finalement, je ne m'autorise plus à ressentir. Ça peut même aller jusqu'à de la dissociation des émotions du corps parce que on a appris que exprimer ses émotions, ce n'était pas valide. C'est un traumatisme. Ça nous impacte au quotidien, avec nous-mêmes, dans nos relations et dans nos comportements. Alors, est-ce que quand tu parles de dissociation, ça sous-entend se couper de ses émotions? C'est ça que ça veut dire? Exactement. Ça peut être effectivement de se couper de ses émotions. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, moi la première d'ailleurs, quand j'ai été sur ce chemin, et je réalisais que les émotions, je ne les ressentais plus, ou alors seulement quand elles étaient très très intenses. Justement, quand la goutte d'eau faisait déborder le vase. Sinon, je ne les ressentais vraiment pas, je les dissociais, je les rationalisais, je les mettais dans un coin. Je savais pas ce que ça me faisait dans le corps, je savais pas ce que ça me faisait au quotidien. Et finalement, bah, je ne les écoutais plus. Donc, c'est ça la dissociation. On n'est plus conscient, on est dissocié de son corps, de ses émotions. C'est un peu comme, est-ce que je peux prendre l'exemple de quand j'étais vraiment au point de non-retour par rapport à mon boulot et que j'étais vraiment à la limite de mon burn-out. J'étais maintenant en y repensant, quand je me dis que j'étais à côté de mon corps et à côté de ma vie. Est-ce que ça peut être vu comme ça? Est-ce que ça te parle? Exactement. Exactement. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui parlent du fait d'être à côté de leur corps, comme s'ils étaient même plus dedans. Ils pouvaient même se voir à côté. Et ça en fait de la dissociation en fait. On active le mode survie. Et le cerveau, pour continuer d'avancer, en fait, il va se couper de plein de sensations. Donc, ça donne cette impression d'être à côté de son corps, à côté de sa vie, et de ne plus rien ressentir. Ouais,
C'est ça, c'est exactement ça. Et comment, parce qu'il y a un truc qui me vient à l'idée, moi, c'est que jusqu'au jour où le médecin m'a arrêté en me disant il faut vous reposer, mon cerveau rationalisait et me disait mais non, tu peux aller travailler, tu marches, tu te lèves, enfin tu n'es pas alité au point de ne pas bouger. Donc il y a une vraie différence entre le corps et l'esprit, le mental. Comment tu peux expliquer ça? Est-ce que c'est une manière enfin, je sais pas. Est-ce que c'est un moyen de survie de faire ça? Est-ce que c'est le mental qui prend le dessus? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors déjà, merci pour la question et j'en profite pour voir que Sandrine qui dit, moi, je me sentais robotisée pendant une période de ma vie. La réalité était trop dure à supporter. C'est exactement ça et c'est ce que tu viens de dire également, Fatima. On a, on va dire trois cerveaux. C'est le cerveau vraiment mental, le cerveau cœur émotionnel et le cerveau primitif instinctif dans le ventre. D'ailleurs, c'est là où on a vu qu'il y avait le plus de connexions neuronales. Et effectivement, ben, le cerveau, c'est là où il y aura une partie consciente, une partie qui va pouvoir analyser, qui va pouvoir rationaliser, qui va pouvoir vraiment, avec tout son langage, construire, et c'est souvent ce qui peut nous, à la fois nous porter, nous différencier des animaux, à la fois nous perdre, et ben, tout un processus de, mais non, tu marches, je vais rationaliser, tu marches, tu manges, il y a pire ailleurs, il y a dans d'autres pays, il y a des personnes qui vivent ça, même à côté, la voisine, elle vit ça. Donc toi, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas. Et du coup, il y a ce truc de, il faut que je continue d'avancer, je peux avancer, je me mets en mode survie. Le cerveau, lui, son rôle principal, c'est de survivre, hein. Il est là pour ça, dans tous les cas. Donc, il va répondre aux besoins primaires. On est dans une société qui a beaucoup évolué, donc les besoins primaires, ils ne sont plus écoutés de la même façon. Mais du coup, effectivement, ben, j'hyper rationalise, je me mets en mode survie pour pouvoir avancer. C'est un mécanisme du cerveau. C'est un réflexe. Ouais, c'est un mécanisme enfin, on peut pas dire que c'est un mécanisme d'autodéfense. On peut pas dire ça, hein. C'est pas de l'autodéfense, c'est vraiment de la survie pure et dure, un peu comme quand on essaie de se noyer, notre cerveau à un moment donné va essayer de remonter instinctivement, même si on a très très envie de mourir, même si on a très très envie de partir. Pourquoi? Parce que le cerveau, son but, c'est de survivre. Là, je vais dans l'extrême pour vraiment montrer le truc, hein. Mais du coup, bah, c'est la même chose au quotidien. C'est-à-dire que on a des émotions, on a des besoins, on a des envies. Et tout ça, ben, c'est contrecarré par le réflexe de survie qu'a notre cerveau. Il veut juste avancer. Il veut juste survivre. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte, quoi qu'on se crée comme réalité, son but, c'est de survivre. Ouais. Ouais, ouais, c'est très, c'est quand même un sujet hyper complexe, hein, parce que ce qui me vient quand même à l'esprit, c'est de me dire la période où j'étais la tête dans le guidon, où je voyais rien, j'avais des œillères, où j'étais dans ma tête plutôt que dans mon corps. Hein, est-ce que j'étais en train de traverser un trauma? Est-ce que j'étais dans un moment où je perdais complètement une notion de mes émotions? Comment tu peux l'expliquer ça? Ben, en fait, c'est exactement ça. Tu traverses un trauma. Il y a quelque chose qui a fait que, alors ça peut être soit toi avec ton interne, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de toi, soit quelque chose à l'extérieur qui a réveillé un traumatisme déjà existant, qui était en train de s'endormir. Et du coup, là, ça est venu le réveiller. Ce qui fait que finalement, eh ben, tu arrives là avec un peu le choc de, il se passe un truc qui fait très mal, qui est très désagréable. J'ai pas forcément envie d'aller le voir, j'ai pas envie d'aller l'affronter. Je sais pas le faire aussi, j'ai peut-être pas les outils, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mon cerveau n'a pas de solution immédiate de survie, d'aller mieux. Du coup, comme il n'a pas de solution immédiate pour aller mieux, eh ben, il va activer plein de mécanismes qui va faire que on va pouvoir survivre, on va pouvoir avancer et on va pouvoir réduire l'impact de notre traumatisme. Sauf que finalement, ben, ça nous enferme dans ce traumatisme. On y est toujours. C'est juste un impact émotionnel qui est réduit, mais au quotidien, il y est le Et puis traumatisme. c'est pour mieux retomber après, on est d'accord? Exactement, à un moment donné ou un autre, ça se réveille, ça peut même s'empirer. Donc effectivement, en fait, un traumatisme, plus tôt il est pris en charge et mieux c'est, quoi. Alors j'ai une question du coup par rapport à ça, c'est jamais évident d'aller travailler sur soi, hein. On a souvent besoin d'une période difficile, souvent. De toute
toute façon, c'est souvent suite à une expérience, à une étape de vie, à la perte de quelqu'un, un burn-out, enfin une dépression, à une rupture amoureuse qu'on commence un peu à se poser certaines questions sur soi. Est-ce que quelles sont les peurs d'aller chercher ce qui se passe dans notre intérieur? Quelles sont la plupart des raisons qu'on te donne pour ça, Émilie? Est-ce que tu en as une? Ah ouais, il y en a vraiment tout plein. La première peur, je pense, je dirais pas c'est une peur, c'est plutôt une croyance limitante. C'est de se dire que c'est des émotions, c'est des histoires de vie qui nous appartiennent et que à l'extérieur, personne ne pourra nous aider. Qu'il y a que nous qui pouvons aller mieux. Donc croyance limitante, oui et non, parce qu'effectivement, bah, tant que ça vient pas de l'intérieur, l'extérieur ne change pas. Par contre, on peut se faire accompagner avec des outils qui sont utiles, efficaces et avérés, et du coup obtenir de l'aide pour avancer. Donc oui, effectivement, ça vient de nous, ce sont nos émotions et notre histoire, mais demander de l'aide, ça peut nous faire avancer. Ensuite, les peurs, ça va vraiment être de soit revivre des choses qui sont désagréables, soit également le fait de changer, même si notre vie ici et maintenant elle ne nous convient pas, même s'il y a quelque chose dans lequel on n'est pas en accord, changer ça peut faire peur. Derrière on ne sait pas ce qu'il y a, la peur de l'inconnu, la peur d'avoir pire, la peur de perdre également. Peut-être qu'on a des amis, des conjoints, une famille qu'on aime et on se dit que si on change, eh ben la relation va changer et du coup on n'a pas envie que ça change. Donc nous on n'a pas envie de travailler sur nous. Voilà, il y a vraiment plein de raisons qui font que C'est un peu on la veut phrase sortir de ce confort qui est pour moi inconfortable en fait, hein. exactement. C'est Et puis c'est ce côté aussi de se dire on peut vraiment choisir la vie qu'on veut. Ça a l'air d'être perché quand on dit ça. Franchement, ça m'a mis ça, vraiment mais je pense énormément qu'il y a un de côté temps. très flippant. Oui, c'est ça, c'est le choix. Le fait d'avoir le choix, c'est compliqué parce que on a tendance à vouloir simplement suivre, à vouloir se laisser porter. On réalise pas que un choix, c'est la meilleure façon d'être heureux finalement. Même si c'est pas le bon choix, parce que c'est toujours le bon choix. Bah, d'ailleurs, C'est le suivi ça me fait rebondir sur la phrase souvent on dit j'ai pas le choix, c'est comme ça. Exactement, j'ai pas le choix, c'est comme ça, parce qu'en fait, on a appris à penser comme ça. On a appris que le monde était comme ça et on n'a pas l'impression qu'il existe autre chose. Là, j'avais envie de parler de deux choses. La première chose, c'est l'éducation qu'on l'on a va nous faire grandir dans un prisme. On va voir le monde avec une certaine couleur, un certain filtre, et on a l'impression qu'il n'existe que ce filtre-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'impression que quand on parle avec les autres, on comprend pas pourquoi il agit pas de façon naturelle comme ça, etc. Parce qu'il a pas la même couleur que nous, en fait. Il a pas le même filtre, mais pour nous, ça vient confronter cette réalité de se dire, mais comment c'est possible que l'autre ne dise pas, ne fasse pas ou ne pense pas comme ça? C'est tellement logique, c'est tellement naturel. Maintenant, c'est juste que ça, c'est notre filtre. On a grandi dans ce filtre-là. Et à côté de ça, ben, tant que justement on n'a pas vécu des expériences, que notre cerveau n'a pas vu, entendu, senti ou ressenti qu'il existait une autre réalité, pour lui, c'est très compliqué de se dire que ça existe. Et c'est pour ça qu'il faut vivre des expériences, qu'elles soient réelles, simulées, qu'elles soient avec d'autres personnes ou qu'elles soient seules. C'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir justement ouvrir un champ des possibles et voir que notre prisme, peut-être qui était bleu, eh ben, il peut être parfois violet, parfois jaune, et puis parfois toutes les Ouais, couleurs. c'est un peu entendre une autre histoire, quoi. Arrêter de se raconter la même histoire et d'entendre des histoires différentes, ça permet d'avoir d'autres angles de vue. C'est un peu ça. Exactement. Se dire que vraiment le changement il vient de l'intérieur, il y a que nous qui pouvons l'amorcer, mais que finalement on a la chance d'être en collectivité et que le changement il peut venir de plein de façons différentes. Et ça me fait rebondir sur quand j'étais, moi, ma tête dans le guidon, dans mon quotidien, dans mes obligations, dans mon devoir, dans ma routine, dans tout ça. Je sais pas si j'aurais entendu la moindre. Peut-être que je les entendais pas, hein, finalement. Ce que tu dis, c'est peut-être ça, hein, que je vivais. Je n'entendais pas ce qui venait de l'extérieur. Mais du coup, après toutes ces années de travail sur moi, l'accompagnement que j'ai fait avec toi, etc. Quand je repense à cette période, je me dis
mais comment on peut être enfermé dans quelque chose? Est-ce que c'est vraiment une histoire de société? Est-ce que c'est vraiment... Et d'ailleurs, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ça touche beaucoup plus les femmes? Hmm. Ah, c'est intéressant. Alors, je pense que déjà, il y a une grosse part, effectivement, où c'est de la société. Hein, on va parler d'inconscient collectif. C'est pas bien vu de montrer ses émotions. C'est pas bien vu d'en parler. C'est pas bien vu de dire qu'on ne va pas bien. Est-ce que c'est depuis la nuit des temps ou est-ce que ces derniers temps, ça s'est accéléré et ça faudrait aller chercher encore plus? Je pense que on s'ouvre, mais il y a encore beaucoup de réticence, hein, à parler du fait qu'on a besoin d'aide, à parler du fait qu'on va voir quelqu'un, tout simplement, pour aller mieux. C'est encore très tabou. Donc effectivement, on a tendance à s'enfermer dans des rôles. Euh, D'autant plus quand on a depuis petit appris que parler de ses émotions, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien, c'est pas valide, on n'en a pas le droit. Donc là, on vient vraiment s'enfermer dans le prisme que l'on connaît. Et est-ce que ça touche beaucoup plus les femmes? Je n'en suis pas sûre. Je pense que les hommes ont d'autres difficultés. Pour nous, les femmes, ça va vraiment être ce côté, on doit tout endosser, on doit être parfaite, on doit être la maman parfaite, la travailleuse parfaite, la femme parfaite, celle qui réussit sur tous les fronts, celle qui doit être à la fois forte et vulnérable. Voilà, on va avoir beaucoup d'injonctions comme ça qui vont venir nous conditionner. Alors qu'un homme, lui, va être plutôt porté par je dois être l'homme fort et viril, j'ai pas le droit de montrer ma vulnérabilité, j'ai pas le droit de montrer que j'ai des émotions, j'ai pas le droit de montrer que je suis triste. Donc ça va l'enfermer, mais dans un autre rôle, dans une autre façon de faire, dans une autre façon de voir. D'ailleurs, souvent, quand j'en reçois des personnes en séance, les femmes parlent beaucoup plus, s'expriment beaucoup plus, alors que les hommes, on va être beaucoup plus dans aller chercher l'émotion, aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière le comportement, parce que du coup, on n'ose plus le verbaliser. Donc, est-ce que ça touche plus les femmes que les hommes? Je dirais non, mais par contre, ça touche différemment. C'est pas la même façon. Ouais, 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 ça me. C'est vrai qu'on entend souvent. Moi, j'ai déjà entendu plein de fois les hommes dire non, mais je vais m'en sortir, je vais y arriver. C'est vrai que la demander de l'aide, communiquer sur nos, on va dire sur nos douleurs ou sur nos difficultés, c'est beaucoup plus facile pour nous les femmes, je pense. Et et est-ce que tu crois que il y a plusieurs manières de se libérer de ces traumas. Alors, j'imagine que on entend tellement de Mm. thérapies sur comment aller mieux, comment s'en sortir, comment se libérer, on va dire, de tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment différentes manières de se soigner et qu'on aboutisse à peu près au même résultat? Bien sûr, heureusement d'ailleurs, parce que il en faut pour tout le monde. À mon sens, c'est surtout qu'il y a trois axes principaux à aller explorer. Le premier, ça va être la conscientisation, parce que effectivement, tant qu'on n'a pas conscience de ce que l'on vit, pourquoi on le vit, d'où ça vient, bah ça va être compliqué de pouvoir évoluer. Donc vraiment, ça va passer par comprendre. Ensuite, ça va passer par réellement ressentir les choses différemment. Pour ressentir les choses différemment, il y a plein de façons de faire. Ça peut être par du détachement de traumatisme, ça peut être par de la visualisation, ça peut être par de l'hypnose, ça peut être par du coaching. Vraiment, en fait, c'est d'aller ouvrir un autre point de vue. Et ensuite, ça va être d'aller libérer dans le corps, parce qu'on a compris maintenant que bah, nos traumatismes étaient stockés dans le corps. Et donc, c'est vraiment d'aller réguler le système nerveux, de lui apporter de la sécurité, des sentiments, des signaux de sécurité sur le traumatisme ou sur ses répercussions. Donc effectivement, il y a plein de façons de faire, il y a plein de méthodes, il y a plein d'accompagnements. Par contre, à mon sens, il faut qu'il y ait ces trois axes-là pour qu'un traumatisme soit vraiment libéré, dépassé. J'aimerais pas, c'est pas un Oui, mot oui, que j'utilise beaucoup, mais on peut même peut oui. dire guéri. Voilà, le truc vraiment du en profondeur. Ouais, en tout cas, aller se sentir mieux. Voilà, Exactement. c'est plus ça. Il y a Sandrine qui commente en disant j'ai grandi avec la consigne de prends sur toi. Et ça m'a beaucoup aidé à encaisser les épreuves, mais ça m'a beaucoup enfermé dans un rôle de victime qui subit. Et ça, Sandrine, je partage totalement ton avis. En fait, c'est même sans nous le dire. Moi, j'ai été élevée dans une famille aussi euh,
déjà avec une histoire compliquée parce que venu de l'immigration, etc. Donc avec une lourde histoire, mais dont ils ne parlaient jamais. Mm. Et quand tu vois tes parents ne jamais se plaindre, ne jamais pleurer après ce qu'ils ont vécu, la guerre, la misère, l'immigration et tout, tu te dis que c'est pas possible de venir pleurer sur ta petite misère qui paraît vraiment, euh, on va dire, qui paraît euh, toute petite par rapport à ce que peuvent avoir vécu tes parents. Et là, c'est vraiment difficile de trouver la place de s'exprimer en termes d'émotions, en termes de mal-être ou en termes de besoins, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis, Fatima, parce qu'effectivement, on se dit souvent que on a une bonne relation avec ses parents. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent j'ai une bonne relation avec mes parents, genre je leur en serai très reconnaissant. Ils m'ont élevé, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ça y a, j'ai pas de problème avec eux. Euh, et en fait, un traumatisme, c'est pas seulement ce que l'on a entendu, c'est surtout ce que l'on a vu, ce que l'on a expérimenté comme expérience de vie. Et donc, effectivement, ça peut être dans les non-dits, ça peut être dans le comportement des parents, ça peut être effectivement de voir bah, ces parents qui ont subi des choses qui sont importantes, ils ont leur propre traumatisme, et à nous de nous adapter dans ça après. Donc, carrément. Exactement. Et je rebondirais, pareil, hein. Moi, j'ai une éducation top. Mes parents vraiment ont fait leur boulot à 3000%. C'est pas du tout le sujet. Mais c'est quand tu vois leur comportement, leur manière de vivre. Moi, je me rappelle de mon père qui travaillait H24 dans la restauration et qui n'a jamais pris un arrêt maladie. Un jour, il s'était cassé la figure, il a eu un plâtre et il n'avait pas pris d'arrêt. Il partait en voiture avec son plâtre. Donc, quand tu as ça dans la tête, quand c'est des images que tu as de ton enfance et de tes parents, de l'image qu'ils ont, toi, même à l'âge adulte, quand j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que j'allais bien, est-ce que j'avais besoin de m'arrêter, est-ce que j'étais en train de vivre quelque chose de difficile, j'avais toujours cette image, mais attends, tu manges à ta faim, tu as un salaire, t'es bien loti, t'es bien logé, enfin tout va bien quoi. Et du coup, cet espace de se dire, mais intérieurement je vais pas bien, eh ben je l'avais pas en fait. Exactement. C'est vraiment magnifique ce que tu dis. C'est la meilleure, je trouve, le meilleur exemple parce que là, on voit vraiment que le langage, c'est 5% de ce que l'on dit, de ce que l'on vit, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on retient. Et tout ce qui va compter, c'est vraiment ce que l'on va voir, ce que l'on va percevoir, ce que l'on va enregistrer comme expérience de vie, de voir que ça a un impact tout notre conditionnement de l'enfance et du transgénérationnel sur comment on va se sentir ici et maintenant, les autorisations qu'on se donne, les autorisations que l'on ne se donne pas, les schémas de pensée que l'on va se créer, les cercles dans lesquels on va s'enfermer, ben c'est exactement ça. Donc finalement, quand on parle de est-ce que j'ai le choix, est-ce que j'ai pas le choix, bah oui, on a tous le choix de vivre ce que l'on a envie de vivre, mais pour pouvoir vivre ça, eh ben on a des déconditionnements à faire, on a du travail de libération de traumatisme à faire, on a besoin d'aller s'ouvrir à de nouvelles façons d'être, de faire, de voir, de ressentir, mais effectivement, on a tous le choix pour quelque chose de mieux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait rebondir sur la question suivante. Même si tu as peur, j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent dans ton cabinet qui te disent, enfin, j'y crois pas ou je sais pas comment. Enfin, je suis assez réticente, etc. Mais je vais le faire parce que. Est-ce que tu as ça Ouais, dans... ouais. Carrément, c'est quelque chose que j'ai très souvent. J'ai un peu déjà tout essayé, du coup, il y a rien qui fonctionne et j'y crois pas. Ou alors non, c'est la première fois que j'essaye, mais ça fait 40, 50, 60 ans que je vis ma vie comme ça, donc j'ai pas l'impression que ça puisse changer en fait. Ça a toujours été comme ça. Comment ça pourrait changer? Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça, c'est vraiment le langage et les peurs inconscientes que l'on va se créer, mais qu'à partir du moment où on conscientise, on libère au niveau de l'esprit et du corps, ben en fait, le processus, il se fait tout seul, il se fait naturellement, qu'on le veuille ou pas, qu'on en ait envie ou pas, il y a des moyens. Et ce qui est cool, et moi, ce que j'adore, c'est de se dire surtout que parfois, c'est dans la simplicité que les choses changent.
C'est-à-dire que quand on parle de changement, tout de suite les gens s'imaginent je vais avoir le job de mes rêves, je vais devenir riche, je vais me marier avec l'homme qui va être incroyable, j'aurai plus de problèmes. La première fois que les gens viennent souvent me voir, ils me disent euh, je je veux la paix, je veux le bonheur, je veux être heureuse. Comme si c'était la condition, le but ultime à atteindre. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, on comprend que on peut rester dans le même job, on peut rester avec le même mari, on peut rester dans le même cercle social. Par contre, comme notre état émotionnel et notre façon de voir le monde a changé, eh ben on se sent plus confiant, on se sent plus joyeux. Lorsqu'on fait face à une nouvelle épreuve, parce qu'on en fait toujours face à des nouvelles épreuves, hein, la vie elle est en mouvement. Et ben du coup, on a vraiment cette façon d'être qui est sereine, en mode c'est bon, je peux le faire. Et je peux le faire parce que j'ai les outils en moi, pour moi et autour de moi, je me sens bien à le faire. Je suis plus dans de la résistance, je suis dans l'accueil. Et rien que ça, là, c'est magnifique, c'est beau, c'est du changement. Alors c'est marrant, ça me fait penser ton histoire de, elles ont les personnes qui viennent chez toi, elles ont envie de tout changer, mais à l'extérieur en fait. À aucun moment elles pensent que c'est leur intérieur qui change. C'est un peu ça l'idée, non? Exactement. C'est vraiment, on attend ce que ce soit à l'extérieur qui change. Et d'ailleurs, souvent en séance, j'ai des personnes qui viennent me voir quand je leur demande pourquoi elles viennent me voir, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Elles me parlent pas d'elles, elles me parlent de leur entourage. Elles me parlent de leur mari, de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs, de leur patron, mais elles me parlent pas d'elles. Parce qu'on n'a pas appris à le faire aussi. Parce que c'est presque, il y a ce côté du, on n'a pas le droit de parler de soi. Et puis de toute façon, s'il y a quelque chose qui doit changer, c'est l'extérieur. Il y a cette double ambiguïté. C'est ça, c'est ça. Oui, mais alors du coup, ça me fait rebondir sur une question parce qu'on dit souvent que, tu vois, par exemple, quand on se sent mal dans un milieu, essentiellement professionnel, j'ai envie de te dire, on se dit que quand on va changer de boîte, ça ira mieux ailleurs. Finalement, les problématiques vont se retrouver de la même manière ailleurs, puisque euh, c'est pas la boîte en question, c'est ce qui s'y passe, la hiérarchie, les relations, euh, le sexisme aussi pour les femmes, etc. Là, du coup, on est d'accord que la problématique vient de notre incapacité à accepter encore ce fonctionnement. Tu es d'accord avec moi? Exactement. Là, j'ai très envie de partager une Vas-y. période de ma vie. C'est Pourquoi? Oui, je le voulais te demander. Ouais. le fait qu'avant, en fait, quel que soit le boulot dans lequel j'étais, j'attendais beaucoup de reconnaissance dans ce que je faisais. Je donnais beaucoup, je faisais 10 000 fois ce que je devais faire. Je faisais des heures sup non payées, je mettais en place des gros projets alors que je sais pas forcément ce qu'on me demandait de faire, mais j'avais vraiment cette attente de reconnaissance. Et soit je ne l'avais pas parce que soit c'était pas demandé, soit je ne l'avais pas parce que c'était pas bah, c'était bien, mais bon, c'était pas ça. Soit on me volait mes idées aussi, ça peut arriver. J'avais vraiment plein de preuves, plein de validations comme quoi j'avais pas cette reconnaissance que j'attendais. Et je changeais de boîte, je changeais de mission, je changeais de façon de faire, mais finalement c'était toujours la même chose. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait cette reconnaissance que j'attendais, elle venait de mon père. Mon père que je n'avais pas connu, mon père que j'attendais qu'il me reconnaisse, qu'il me donne sa validation, qu'il soit fier de moi. Et finalement, tant que j'avais pas travaillé cette partie de moi, tant que j'avais pas libéré cette pensée-là, et de me dire que bah il y a que moi qui peut être fier de moi, il y a que moi qui peut me donner cette reconnaissance, eh ben j'allais reproduire consciemment et inconsciemment ces schémas-là. Donc oui, effectivement, j'aurais pu changer de boîte indéfiniment et peut-être qu'à un moment donné, j'aurais trouvé un peu plus de reconnaissance ailleurs, mais il y aurait quand même eu cette partie de moi qui serait rentrée dans des schémas, soit en faisant, soit en ressentant ce manque de reconnaissance. Finalement, ce qu'on peut comprendre, parce que là, j'avais envie que enfin, que tu nous images le lien entre les attentes de ton papa vis-à-vis de toi ou tes attentes vis-à-vis de ton père. euh, et le trauma en question, j'avais envie que tu nous l'images. Et finalement, il y a aussi une autre question qui me vient, c'est euh, tout ce qui nous fait réagir devrait nous poser question sur euh, notre intériorité, si ça te semble clair. Exactement. En fait, j'ai envie de prendre cette image qui est
tellement connue et en même temps tellement peu comprise, c'est l'effet miroir, quoi. Ouais. Le monde et les autres sont des miroirs. Alors on croit que parce que on manque de confiance en nous, on va remarquer le manque de confiance chez les autres. Parce que je suis égoïste, je peux voir l'égoïsme chez les autres. On s'arrête à là, mais en fait l'effet miroir, c'est pas ça. C'est surtout qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que le monde nous renvoie comme information, qu'elle soit agréable ou désagréable, sur nous. Ça nous rapporte à quoi chez nous? Quelle émotion, quelle partie de ma vie, qu'est-ce que j'ai programmé, qu'est-ce que j'ai expérimenté et qui m'apporte ou qui me blesse? Les autres ne sont que le miroir de notre intériorité. D'ailleurs, Sartre, il le disait, l'enfer, c'est les autres. Et l'enfer, c'est les autres, c'est pas parce que c'est, ils sont tous bêtes, ils sont tous méchants. Non, c'est parce qu'ils nous mettent en lumière nos propres blessures. C'est plus facile finalement, c'est plus facile. Mais tu vois, ça me fait rebondir à ce que tu as dit par rapport à ton job, là, ton exemple. Finalement, à chaque fois que ça te titillait, ça venait réveiller quelque chose. Si toi-même, tu étais, on va dire, bien dans tes bases et dans ton corps, bon, reconnaissance par reconnaissance, à différents degrés, on est d'accord, mais ça n'aurait pas eu le même impact sur toi. Ça ne serait pas venu te titiller, on va dire. Ça ne serait pas venu appuyer sur tes douleurs. On est bien d'accord? Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que souvent dans une même situation, tu vois, il y a le patron qui arrive, par exemple, et qui va parler d'une certaine façon, dire certains mots, dire certaines phrases. Il y a un collègue pour lequel ça va être super dur à entendre, il va peut-être pleurer, il va peut-être pas être bien, il va vouloir quitter le job, il va le prendre personnellement, on va parler de susceptibilité, et puis l'autre, vraiment, pour eux, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre, il fait son taf, il fait son job, il a même oublié ce que le patron a dit, il a capté la moitié des mots, ça l'a pas choqué plus que ça. Et le collègue susceptible qui va dire mais je comprends pas, t'as pas entendu, il a été dur avec nous, il a été comme ça, il a dit ça. Ben finalement il ne parle que de lui, de ses traumatismes, il ne parle que de ses programmations, que de ses attentes, que de ses besoins, que de ses désirs, et non pas du patron en lui-même, non pas de ses mots. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de vision des choses? Tu vois, par exemple, moi j'étais dans la fonction publique et quand je discutais avec deux, trois collègues sur euh, mon ras-le-bol du système du fonctionnement, on me disait toujours, mais qu'est-ce que tu te prends la tête? Tu fais tes horaires, tu rentres chez toi. Ils n'avaient pas du tout la même relation, mais les attentes n'étaient pas les mêmes. Mais du coup, c'est pas une histoire d'avoir vécu des traumas ou de sensibilité, c'est plus une histoire aussi d'exigence ou qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors en fait, dans la construction d'un individu, tu as plein de choses à prendre en compte. Et on va aller du plus large au plus centré. Le plus large, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif mondial. C'est mondialement, qu'est-ce que l'humanité a vécu comme expérience, a créé, a senti, vu, ressenti. Ensuite, à l'intérieur de ça, tu vas aller de plus en plus court avec continentalement, régionalement, nationalement. Puis après, tu as la famille et après, tu as toi en tant qu'individu, inconsciemment et consciemment. Et tu vas te construire dans tout ça. Donc effectivement, on a tout cet impact sociétal, toute cette vision qui ne nous appartient pas, dans laquelle on va se construire avec effectivement tout ce qui est la vision du travail, la façon de travailler. Pour prendre un exemple que j'aime bien prendre, il est très parlant, en France, on n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas les mêmes valorisations qu'aux États-Unis. En France, ça va beaucoup être sur le diplôme, sur l'école dans laquelle tu as été, sur la théorie que tu peux apporter, et ensuite vient l'expérience. Alors qu'aux États-Unis, on s'en fiche limite que tu ne sois pas diplômé, tant que tu sais le faire, tu peux le faire. Mm. Pareil pour le conditionnement au niveau de l'argent. En France, c'est quelque chose qui reste très tabou et on s'est construit sociétalement sur des vieilles familles qui sont ancrées dans la monarchie, etc. Donc c'est très difficile de faire fortune
dans notre inconscient collectif. Hein, on a des difficultés à penser qu'en France, on peut switcher de pauvre à riche, qu'on peut devenir multimillionnaire, que ça peut être facile, que ça peut être en un déclic, alors qu'aux États-Unis, qui s'est construit sur une autre façon de faire, eh ben, ça devient facile. Il y a le rêve américain, on peut passer de riche à pauvre en un jour et inversement. Exactement. Et, Et il y a, c'est et vrai, du coup, dans tout ça, on a qui nous sommes, nous en tant qu'individus, dans notre famille, dans notre individualité, avec nos apports et nos traumatismes. ouais. Il y a Sandrine qui commente en disant certains sont très détachés, d'autres très impliqués. Moi, très impliquée car je recherche du sens. C'est ça aussi, c'est quelles sont nos attentes par rapport à notre travail, à notre vie, à notre quotidien, en fait. Exactement. On n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes désirs, on n'a pas tous les mêmes attentes. Certains vont très bien se satisfaire de ne pas trouver de sens au travail, mais voudront du sens dans leur vie personnelle. D'autres vont vouloir se satisfaire avec du sens au travail, mais mettront la vie personnelle de côté. Et ce que je dis toujours, c'est on travaille ce dont on a envie, ce qui nous dérange, ce qui nous gêne. Si on est OK avec ça, bah continuons. Si ça nous gêne et si finalement on ne se sent plus épanoui, allons travailler ce qu'il y a à travailler. Exactement. Mais oui, après, c'est vraiment une histoire personnelle, quoi. Il faut Mmh. vraiment que tu y trouves ton intérêt, que tu y trouves du sens, mais ça reste personnel. Chacun trouve du sens là où il en a envie, là où il le définit complètement. Complètement. Exactement. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta méthode de travail, Émilie? Comment Oui. ça fonctionne, un accompagnement avec toi? Alors, parler des traumas, se détacher de tout ce qui nous pèse, de ce qui est lourd à porter. Comment tu l'abordes, toi, déjà, dans un premier temps? Parce que moi, je te connais un peu, Mmh. mais les gens, ils te connaissent pas. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, comment je l'aborde? Moi, j'ai 3 piliers qui, à mon sens, sont essentiels. C'est la compréhension et conscientisation de soi. Donc, pour ça, ça va passer à travers des séances individuelles, des échanges informels, des temps collectifs également, dans lesquels on va avoir beaucoup de concepts, de principes, mais aussi faire de l'individuel, comprendre sa propre histoire, comprendre ses propres traumatismes. Ensuite, ça va être d'aller faire de la libération. Donc c'est là où on va parler de changement de point de vue, de changement de ressenti, avec des stimuli kinesthésiques, du toucher. Ici, en fait, on va activer les zones cérébrales qu'il faut, lui envoyer les bons signaux au cerveau, des signaux de sécurité, des signaux de rassurance. On va l'aider à traiter, à ranger, à classer les informations traumatiques. Et du coup, de lui-même, il va aller mettre les bons endroits, les bons moments, les bonnes personnes, les bonnes solutions là où il faut. Et du coup, il va arriver à une émotion, un ressenti positif que l'on va ancrer. Donc le souvenir est le même, bien évidemment, mais les émotions liées à ce souvenir sont changées, différentes. Et ce qui est important pour moi ensuite, c'est l'autonomisation, parce qu'on est tous, même si on a besoin des uns et des autres, on est tous aussi des individus. On a tous besoin de savoir qu'on peut être autonome sur son bien-être, avancer en autonomie, aider aussi les autres, pourquoi pas. Et du coup, pour ça, on voit des techniques, des outils qui vont permettre d'être autonome dans son bien-être au travers un accompagnement individuel, au travers des ateliers collectifs. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est il y a 3 parties. Il y a 1, je comprends, j'éclaire la petite ampoule. 2, je libère, j'enlève le couteau, je nettoie, je cicatrise la plaie, je mets le pansement. Et 3, je me crée ma boîte à outils. Et dans ma boîte à outils, quand j'ai besoin du tournevis, je sors le tournevis. Quand j'ai besoin du marteau, je sors le marteau. Mais en fait, j'ai cette petite boîte à outils qui m'accompagne au quotidien pour me sentir bien avec moi-même au quotidien. Super, génial. Bon, je partagerai un peu mon expérience à la fin de mon Mmh. accompagnement avec toi. Mais d'abord, il y a une question qui me titille, et peut-être que j'insiste un peu là-dessus, mais la Oui. question qu'il faut se poser pour savoir, alors la question qu'il faut se poser, mais comment cette question arrive-t-elle toute seule? C'est est-ce que dans ma vie tout va bien? Est-ce que je suis alignée à ce que je fais, à ce que je vis? Mmh. Ça, c'est la première question. Mais comment, de ton point de vue, parce que pour le coup, je ne sais pas si tu as une réponse, mais euh,
qu'est-ce qui fait qu'on pourrait se poser cette question-là, en fait? Quand on a ce fameux quotidien, et là, pour le coup, je parlerais plutôt des femmes. Parce que même si tu dis que peut-être que les femmes ne sont pas plus touchées que les hommes dans les traumas, je crois qu'elles sont plus susceptibles de passer par des difficultés de vie parce qu'elles ont aussi, on va dire, une espèce de poids collectif et sociétal qui fait qu'on est quand même amené à donner 3 fois plus, quoi, 4 fois plus, voire 10 fois plus. Et a tendance à s'oublier et à, à faire passer les autres avant elle, effectivement. Alors, honnêtement, j'aimerais avoir la réponse miracle de qu'est-ce qui nous donne ce déclic-là, parce que clairement, j'ai le syndrome du sauveur qui va s'activer et qui me donne envie d'aider tous ceux qui ne voient pas qu'ils ont besoin d'aide. Ouais, mais, Voilà. ouais, Mais ce qui nous permet vraiment de prendre conscience qu'on n'est pas aligné, ce que je remarque en tout cas, c'est vraiment les transitions de vie. Quand il y a eu un impact, une transition de vie, un changement ou un impact qui est trop répété. Là, dans mon couple, ça va plus. Et en fait, je réalise que dans mon couple, ça ne va plus, mais dans ma vie, dans façon générale, non plus. Dans mon travail, j'arrive à une saturation, il y a une transition, un changement qui doit se faire. Du coup, je remets tout en question. Euh, L'arrivée des enfants ou le départ des enfants. Voilà, ce genre de transition, en fait, ça, c'est vrai que bah, ça aide souvent à se dire, c'est le moment en fait de créer quelque chose qui me convienne plus, qui me convienne mieux. Souvent, on est en pilote automatique et tant qu'on n'a pas un stimuli extérieur qui est fort, qui nous montre que c'est la goutte d'eau, ça peut être difficile. ouais, ouais, je comprends tout à fait ce fameux déclic. On aimerait bien qu'il arrive, mais parfois on passe par des périodes difficiles, quoi. C'est souvent par des gros chocs, hein. Ouais. Le réveil est souvent brutal. L'éveil ou le réveil est souvent brutal. Et ça, Mhm. ouais, j'avoue, c'est difficile de vouloir aider des gens qui n'en sont pas arrivés à la prise de conscience. Tout comme ça a été difficile pour moi de réaliser que j'étais dans un truc qui ne me convenait pas. Et je rebondirais sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ton papa. Finalement, ça se retrouvait dans ton travail, mais du coup, ça se retrouve dans toute ta vie. Exactement, ça impacte également mes relations émotionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales. Il y a pas mal de choses qui sont impactées. Il y a ma façon d'être de façon générale aussi, hein, le fait de beaucoup donner, de beaucoup faire, de travailler peut-être 10 fois plus que certains parce que inconsciemment j'ai cette attente derrière. Travailler pas seulement au travail, hein, travailler dans ma vie au quotidien, dans ma façon d'aborder les autres, dans ma façon de faire. Donc oui, oui, il faut comprendre qu'un trauma, ça impacte son émotionnel, ses relations, son comportement, les choix de vie que l'on fait, les mots que l'on utilise, et ça peut même aller plus loin avec du corporel, du physique, des barrières que l'on se met, des choses que l'on ne fait pas. Voilà. Un trauma, on peut, alors je sais pas, peut-être que tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai envie de te faire répéter, si jamais, par rapport au fait qu'on puisse s'inventer de nous-mêmes un trauma, se le créer Oui. ou se l'installer, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire. Effectivement, on peut soi-même se créer des traumas. Il y a des études qui ont été fascinantes. J'ai plus les recherches, mais elles sont très facilement trouvables sur les faux souvenirs. Il y a des voilà, il y a des chercheurs qui ont fait des expériences sociales sur les faux souvenirs. Il y a un groupe de personnes qui sont acteurs, qui se connaissent, qui vont piéger un autre groupe de personnes en disant mais est-ce que tu te souviens quand il s'est passé ça il s'est passé ça et puis ça et t'étais présent et t'as réagi comme ça et t'as dit ça et t'as fait ça. Et au début, les personnes qui n'ont pas vécu ces souvenirs-là vont douter, vont se demander qu'est-ce qui se passe, vont essayer de se dire est-ce que c'est elles qui ne s'en souviennent pas ou est-ce que vraiment elles l'ont pas vécu. Mais au fur et à mesure du temps,
elles vont finalement se créer des souvenirs, valider ça, et mieux encore, elles vont surenchérir. Et on va voir que au niveau des activités cérébrales du cerveau, c'est vraiment les zones de souvenirs la mémoire à long et court terme qui vont s'activer, et elles ont réussi à se créer un souvenir. Ici, c'était une expérience sociale, comme on peut vraiment créer de faux souvenirs avec l'aide du groupe, mais ça veut aussi dire qu'on peut le faire tout seul, ce truc-là. On peut, de façon quotidienne, se créer des souvenirs, se créer des traumas, se créer des façons de penser avec les expériences de vie que l'on vit, mais aussi celles que l'on ne vit pas. Et là, on parle de trauma parce que du coup, bah, c'est vraiment le sujet. Mais on peut aussi aller dans le côté positif des choses. C'est que si on arrive à se créer des choses négatives toute seule, on peut aussi se créer des choses positives toute seule. Et c'est là où on va parler de pensée créatrice, et quand on parle du fait qu'on peut créer son propre monde, que tout est possible, etc. On parle de ça. Ça semble perché, mais si ça fonctionne dans le côté négatif, ça fonctionne dans le côté positif. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que l'être humain a plus de capacité à se créer des souvenirs négatifs et des choses, je sais pas si on peut appeler ça des traumas, mais des choses négatives plus que positives? Ou alors est-ce que c'est parce que notre attention est beaucoup plus attirée par le négatif? Effectivement, en fait, on a tendance à se souvenir plus facilement du négatif. Il y a plein de raisons qui font qu'on s'en souvient plus facilement. Déjà parce que l'instinct de survie, si on se souvient que l'eau, ça peut noyer et que le feu, ça brûle, ben on n'y retourne pas. Ouais. Voilà, donc façon primitif, on se souvient plus facilement du négatif, mais aussi parce que on ancre plus facilement le négatif au quotidien. On vit dans une société qui reste quand même malgré tout portée sur le négatif. Je prends l'exemple de, on a un accident de voiture, bah c'est négatif. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est avoir peur, hein, ça va réveiller notre instinct de survie. À côté de ça, on va en parler aux autres. Papa, maman, les amis, mon chéri, j'ai eu un accident de voiture, donc je t'ancre encore plus ce truc-là. Et après, il y a tous les impacts qui sont à gérer autour au quotidien. Ben, il va falloir appeler l'assurance, il va falloir appeler le garagiste, il va falloir peut-être faire plusieurs rendez-vous pour réparer la voiture, etc. Ce qui fait qu'on va s'ancrer le négatif et qu'on va retenir que ça. Alors que dans un accident de voiture, on pourrait se dire, j'ai survécu, c'est trop chouette, je suis pas mort. C'est ça. Sauf que bah ça, on a rien, on n'a aucun rituel pour venir l'ancrer. On le passe rapidement, ou alors on a cette sensation de vie quelques instants. On peut peut-être en parler rapidement, mais très vite on va passer à autre chose. Ouais. Et ça encore, c'est en entraînement cérébral, on peut le travailler. Hein. On peut aller chercher justement à entraîner son cerveau à voir le positif, à ressentir le positif, parce que dans toute situation, quelle qu'elle soit, on peut trouver du positif. Je sais que c'est peut être dur à entendre ça, hein, parce que très souvent, on va se dire, mais non, ce que j'ai vécu, c'est vraiment affreux. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont vraiment affreuses, mais je peux vous assurer que même dans ça, on peut trouver du positif. Non, mais je pense qu'on le voit, le positif, bien après la situation. Tu es en train de vivre une dépression, un burn-out, un accident, n'importe quoi. Sur le coup, c'est un peu compliqué, mais des années après, parce que ça va t'obliger à aller vers du changement, là, tu prends conscience de, finalement, c'est grâce à ce truc que j'ai changé de direction. Et Exactement. là, ouais, on réalise un petit peu du positif de la situation. Exactement. Ouais, Et puis, ça permet plus de liberté, plus d'amour-propre, des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé, en fait, si ça ne nous était pas arrivé. Des choses, comme on disait hein, tout à l'heure, en pilote automatique, on le réalise pas. Il nous arrive un truc, et en fait, on réalise qu'on peut même avoir mieux que ce qu'on avait avant. complètement, complètement. Bah, en règle générale, quand on passe par des traumas, des chocs, quand on change de vie, quand on change de direction, c'est pour un mieux. Exactement. Donc ça, c'est une bonne chose finalement. Finalement, les traumas, ils n'ont pas que du négatif. Bien sûr. Alors, c'est drôle parce que, enfin, bon, là, je parle souvent de émotions négatives, expériences négatives, etc. Mais parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est comme ça qu'on comprend facilement, qu'on le sait. Mais en soi, il n'y a jamais rien de négatif, hein. C'est simplement une information qui nous est envoyée et qu'est-ce qu'on en fait de cette information? La tristesse, elle a une raison d'être, c'est qu'il y a quelque chose à changer. La colère, c'est qu'il y a une raison d'être, c'est qu'il y a quelque chose à affirmer. Peut-être qu'on a dépassé certaines limites, peut-être que voilà, c'est le moment d'affirmer son identité. La peur ou l'anxiété, c'est là justement pour nous aider à prévoir le futur, à vivre,
à mettre de la rassurance, de la sécurité. Donc en soi, oui, on ressent ça de façon négative. C'est pas agréable à vivre, c'est pas agréable à ressentir, mais c'est pas forcément négatif. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Bon, ben c'est super cool tout ça. En tout cas, ça donne une idée un petit peu de ce que sont les traumas pour les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, si vous avez envie de nous partager quelque chose. Moi, j'avais envie de partager par rapport à mon accompagnement avec toi, Émilie. C'est toujours difficile, je trouve, d'estimer un résultat quand on parle de travail personnel, de travail, voilà, de trauma, de se libérer, de se sentir mieux, etc. Je trouve que c'est toujours difficile. Et ce qui m'a vachement aidé dans le travail que j'ai fait avec toi, et là où j'ai vu le résultat, c'est quand la première séance, tu nous demandes, voilà, tu nous poses beaucoup de questions sur ce qui nous amène, le pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qui nous pèse, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et je me rappelle avoir dit plein de choses et j'ai fait cet accompagnement avec toi de 3 mois. Et à la fin, tu nous demandes de faire un espèce de bilan, de constat. Et c'est vrai que c'est très difficile de quantifier ce qu'on a, là où on en est arrivé par rapport au point de départ. Donc c'est hyper compliqué. Mais ce qui était bien avec à la fin, donc avec le bilan que tu m'as fait, c'était de reprendre tes notes du premier jour. Et quand tu Mm. m'as ressorti un petit peu toutes les notes du premier jour et tout ce que tu m'as dit, euh, quand je t'entendais parler de ce que j'ai moi verbalisé, finalement, tous ces sujets-là n'avaient plus autant de place, ne prenaient plus autant d'espace, n'étaient plus aussi lourds. Et du coup, c'est là où j'ai compris que je m'étais détachée de plein de choses. Mais est-ce qu'on peut dire de manière inconsciente? Oui, je pense, parce que je ne réalisais pas en fait. C'est là où c'est difficile, je pense, de dire dans ton domaine, voilà, on part de là et on va arriver là. Ouais. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'apporter de la matière, du concret, avec les bilans, avec des outils, avec des checkpoints. Souvent, j'invite les gens à s'ouvrir des espaces d'introspection à l'intérieur de soi, aussi bien pour aller libérer, mais aussi pour aller apprécier et célébrer les changements. Parce que c'est justement en voyant le chemin que l'on a parcouru que on jalonne en fait sa vie et qu'on réalise que si on est en train de bouger, que on va mieux, qu'on peut aller encore mieux et que c'est du concret en fait. C'est pas juste de l'impalpable, c'est pas juste on parle de psychologie, on parle de mental, mais en fait non, c'est aussi dans la matière. On peut le voir, on peut le ressentir, on peut le remarquer. Ouais, 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 exactement, exactement. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta méthode? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose tout court? Bah déjà, je voulais te remercier de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. C'était un bel échange. J'ai beaucoup aimé les sujets que l'on a abordés. Il y aurait encore tellement de choses à dire. C'est tellement vaste. Du coup, justement, parce que c'est vaste, parce que on est tous différents, parce qu'on a tous des envies, des besoins et des traumatismes différents, j'ai plutôt envie d'inviter les personnes qui regardent ce live, ben, à me suivre, à s'abonner, à chercher aussi de leur côté des méthodes, des outils qui les appellent, qui leur plaisent. Moi, je mets vraiment beaucoup de choses en place, que ce soit des accompagnements individuels, des ateliers. Là, bientôt en avril, il y a des coachings en live, en direct, qui vont être mis en place. Enfin, il y a plein de choses qui vont être faites, qui sont déjà Ok. faites, que ce soit par moi ou par les autres. Donc, justement, la meilleure des façons d'avancer, c'est de chercher, c'est de s'ouvrir. C'est d'être curieux, curieux de la vie. Exactement. D'ailleurs, le dernier épisode de mon podcast, ça s'appelait l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. C'est vraiment ce que Ah, tout le monde allait, j'aime bien, effectivement. Ouais, élargir allez son champ découvrir, de aller vision, chercher. élargir ses pensées, élargir ses compréhensions, élargir, enfin, s'ouvrir au monde, quoi, j'ai envie de dire, c'est ça, hein. Exactement. Exactement. Même quand ça vient nous piquer, surtout quand ça vient nous piquer, surtout quand ça vient nous faire mal, bah c'est justement là peut-être qu'on doit aller voir pourquoi et aller chercher des contre-validations. Ben, c'est drôle ce que tu dis parce que moi qui suis très sensible au sujet féminin, j'ai vécu une situation il y a quelques jours et où une personne me racontait un petit peu sa vie privée.
et une colère qui montait en moi parce que ce qu'elle vivait, pour moi, était insupportable, était insoutenable, était même inentendable. Et plutôt que je sais pas comment j'aurais dû réagir ou comment j'aurais pu, mais en tout cas, j'ai ressenti une colère abominable, mais presque contre cette personne qui vivait cette expérience. Mhm. Et ça m'a travaillé tout le week-end. C'est là aussi où, comme tu dis, je rebondis sur ce que tu dis, c'est quand on réagit à quelque chose de manière un peu violente ou de manière un peu inexpliquée, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions et Exactement. il faut essayer de se dire, bon, ok, d'accord, là, il se passe un truc, mais pourquoi? Et j'ai passé tout le week-end à travailler sur ça. Et je t'assure que j'ai trouvé la réponse. Donc, du Trop coup, bien. ouais, ça m'a permis, parce que c'était pour moi une forme d'injustice, et que je pense qu'inconsciemment, l'injustice est un sujet dans lequel j'ai baigné, parce que pour le coup, je n'ai pas subi d'injustice proprement dit, mais l'histoire de nos ancêtres, s'ils ont vécu de l'injustice, s'ils ont vécu des choses un peu abominables, on a cette espèce de croix qu'on porte, mais aussi ce devoir de sauver ou de changer les choses. Et du coup, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai créé ce projet autour des femmes, de l'accompagnement, à créer des déclics, des changements, voilà, pas des bouleversements, mais faire en sorte de pas se contenter juste de ce qu'on a, de ce qu'on vit. Si on a envie, si on veut mieux, si on désire mieux, si on souhaite, si on même rêve. Moi, je dis toujours, la baguette magique, faut se l'imaginer dans la tête et puis on essaye de l'agiter et ça marche, quoi, si on s'en donne les moyens. Exactement. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de traumatisme et de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais on peut également avoir juste envie de plus et d'avoir envie d'évoluer. Et là, on va pas parler de traumatisme, mais d'envie, de désir, de rêve. Et ben, c'est OK, en fait. C'est ce qui nous ouvre aussi Et à c'est plus. surtout, voilà, exactement. Et c'est surtout que moi, quand je disais mon accompagnement au mieux-être, parce qu'on peut être bien en fait, on peut être bien, Mmh. tout dépend de son curseur à soi, où on le met, où on le place. Bon, bah moi, ma vie, elle est tranquille, mes enfants, mon boulot, ceci, cela. Mais si on pense à mieux, comment on peut changer les trucs? Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Ouais. Carrément. Et oui, et le mieux-être pour moi, c'est vraiment se dire, ok, je suis là, mais si je fermais les yeux et que j'avais le droit de rêver 5 minutes, je serais où? Mmh. Donc c'est Bien sûr. ouais, c'est vraiment ça l'idée. Carrément. Bah, je pense que tu vois, ça peut être un beau déclic pour les personnes, justement. Tout à l'heure, la question était qu'est-ce qui donne un déclic? Ça peut être un beau Ouais, déclic. ben voilà, c'est ça. Donc c'est grâce à ces déclics que j'ai changé de vie. Donc je vous souhaite à tous d'avoir des déclics ou pas, hein, chacun, voilà. Mhm. Chacun, chacun fait comme il l'entend et comme il en a envie. Surtout, c'est faisons en sorte de bien vivre, quoi, de mieux vivre. Bon, Carrément. et Bah, donc je merci crois beaucoup que je t'en pour prie, cette Émilie, merci partie. à toi d'avoir accepté aussi rapidement et aussi gentiment. C'était cool. Moi, je crois que on a un pouvoir, nous les femmes, on n'en a pas trop conscience. La sororité, elle existe. On nous fait toujours croire que nous, les femmes, on est ceci entre nous. C'est pas vrai. Nous, les femmes, il y a beaucoup de sororité, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'entraide. Mhm. Et moi, je crois que si je peux aider une femme, euh, même par an, ben pour moi, c'est une victoire. Bien sûr. C'est la somme des changements qui font que tout change C'est ça, finalement. On est dans ça. Hein. exactement. Finalement, C'est exactement soyons le changement que nous voulons voir dans le tout monde. à fait. Ma chère Émilie. Voilà, bah écoute, j'espère que alors pour ceux et celles qui souhaitent contacter Émilie, je mettrai son lien. Alors je sais comme c'est toi qui m'as invité, je sais pas du tout comment ça va se passer, je vais voir après C'est en pas partageant. perçu, ça va être la découverte. Voilà, c'est ça. Je vais partager le live sur mon profil. Je vais essayer de te l'envoyer. Ah bah non, c'est toi, du coup, puisque c'est toi qui l'as enregistré. Donc voilà, on va voir les côtés techniques après, à la fin du live. En tout cas, Exactement. merci à toutes et à tous, vous qui étiez présents. Merci Sandrine d'avoir bien participé, d'avoir posé des questions, c'est cool. Sandrine, je l'ai découverte il y a très peu de temps sur Link, autour de mon projet, et ça c'est génial de voir voilà les interactions.
Et je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour un nouveau live. Et je vous dirai le sujet lundi. Je vous partagerai le sujet lundi. À très bientôt, bonne soirée. Merci Émilie encore. Ciao, À à bientôt. bientôt. Bye. Bye.